Moi, c'est John Mullen. Je suis en fait le ex-président du CRECIB, le Centre de recherche en civilisation britannique, qui est une des deux associations qui co-organise cette série de conférences sur la société britannique. Et donc, le Centre de recherche en civilisation britannique, c'est une bande d'universitaires, à peu près 200, de partout en France, quelques doctorants, beaucoup de maîtres de conférences, quelques professeurs, tout ça, qui sont des gens qui travaillent sur histoire et sciences politiques appliquées au domaine britannique et aussi au Commonwealth. Et l'autre association, et nous avons André au fond qui est secrétaire général ou quelque chose. Je veux dire quelque chose là-dessus? Non, non. Pardon? Oui, ben, et alors Marie-Elisabeth va présenter l'association qui travaille avec le CRECIB, c'est l'association France-Grande-Bretagne. Oui, voilà. Ça s'appelle se faire virer de son siège. Bonsoir. Alors, l'association France-Grande-Bretagne est la plus ancienne association d'amitié entre les Britanniques et les Français. Et elle a été fondée en 1916. Elle a renforcé l'amitié, les connaissances, la culture, les échanges depuis plus d'un siècle et nous tenons à la faire vivre. Et ce que je vois devant moi est la preuve absolue qu'elle vit bien. Donc, bienvenue à cette conférence. Nous allons vous présenter la conférencière qui nous a fait l'amitié de nous présenter quelque chose sur les public schools en Grande-Bretagne. Clémence Pillot. Non, non, oui, non, j'ai deux ou trois mots à dire sur Clémence. Ah, t'as encore des choses à dire. Alors, excuse-moi, c'est l'amateurisme britannique ici. Voilà, donc j'ai connu le travail de Clémence Pillot il y a quelques années parce que je faisais partie d'un jury de prix de thèse. Et alors, je reçois un tas de thèses et c'est le premier que je lis, c'est celle de Clémence. Et je viens de le revoir ce soir. Après l'avoir lu, il y avait encore pas mal à lire. J'avais écrit en haut, les autres vont avoir du mal. Et effectivement, donc c'était en 2020, Clémence a eu en ex-aequo, donc elles étaient deux à avoir le prix de thèse présenté par le CRECIB. Clémence est maîtresse de conférences en civilisation britannique et anglais des affaires au Panthéon-Sorbonne depuis 3 ans. Non, 4 ans. Et elle a soutenu sa thèse en 2018. C'est Fabrice Ben-Simon qui l'a dirigée. Alors, c'est souvent un signe d'exigence quand il y a Fabrice Ben-Simon dans l'histoire. Ceux qui le connaissent vont le savoir. Et alors, donc le titre, c'était Public Schools and Social Inclusion, 1914-1951, contrairement à ce qu'on a écrit dans le mail. Voilà. Et récemment, elle a travaillé sur l'évacuation des public schools pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis très content qu'elle va nous parler des public schools depuis mes premiers jours à Eton, où est-ce que c'était Poudlard? J'ai oublié. J'ai toujours pensé que c'était une question très, très importante. Donc, je vous présente Clémence qui va nous parler pendant à peu près 50 minutes. Alors, hop là. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci d'être voilà, présents. Je sais que les emplois du temps sont chargés pour tout le monde, donc merci infiniment. Merci au CRECIB, à l'association France-Grande-Bretagne de cette invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, je vais essayer voilà, de ramasser cette histoire à la fois un peu éducative, sociale et politique des public schools au XXe. Donc, quelques éclairages ici. Et si vous en avez convenance, alors on peut commencer. Voilà, avec comme John le rappelait, j'ai ma thèse portée sur donc les public schools entre 1918 et 1951. Une des questions que je posais aux anciens élèves qui avaient été scolarisés dans les années 40 était quel futur imaginiez-vous pour les public schools au milieu des années 40, qui étaient quand même marquées par le conflit mondial, et on le voit ici dans leur réponse par la possibilité de réformes éducatives à venir qui auraient modifié la trajectoire de ces établissements au Royaume-Uni. Donc, on voit ici des réponses. Donc, ces réponses font partie de la centaine de réponses que j'ai obtenues avec des questionnaires envoyés aux anciens élèves. Par ailleurs, des entretiens d'histoire orale ont accompagné cette recherche. Et donc, on voit certains totalement confiants pour lesquels les public schools continueraient
à exister comme elles l'ont toujours fait depuis des siècles, et puis d'autres un peu plus inquiets, notamment des changements politiques de l'époque. Et donc, voilà, des parents pour lesquels ces générations précisément seraient les dernières à profiter du système des public schools. Donc, ce contexte, et c'est un peu ce qui avait fondé à l'époque la recherche, cette espèce de tension entre des institutions plusieurs fois centenaires et un contexte qui était quand même particulier, qui était celui de la Seconde Guerre mondiale, des bombardements, de l'évacuation, de l'effort de guerre aussi, et donc qui ouvrait peut-être la voie à un fonctionnement un peu moins autarcique des établissements. Donc c'était le point de départ, et je pense qu'on peut repartir d'ici ce soir. Peut-être commencer alors rapidement par quelques éléments de définition, parce que c'est vrai que c'est un fonctionnement assez spécifique tout de même. Donc on parle effectivement, vous le savez, hein, de public schools ou de independent schools, mais qui sont en fait des écoles, tout ce qu'il y a de plus privé. Voilà, et qui sont, alors en fait au nombre de 2500 environ au Royaume-Uni. Elles sont pour la plupart anglaises, mais on en trouve aussi dans tout le Royaume-Uni. Elles prennent en charge 7% de la population scolaire britannique. Donc c'est difficilement comparable avec le modèle français. Et elles sont très connues pour leur élitisme social et leur fonctionnement en réseau. On pense au Boys Network qui fonctionne, puisqu'on voit que 20 premiers ministres britanniques sont passés par Eton College seulement. Donc ce fonctionnement-là, on peut dire, alors pour quelques éléments de définition générale, ce sont en fait donc des établissements qui au départ étaient conçus sur le modèle des internats plutôt réservés à un public masculin. Donc certaines sont toujours, c'est le cas de certaines écoles à l'heure actuelle, je pense à Eton ou Harrow, qui sont restées non mixtes, même si la plupart se sont ouvertes à la présence de filles dans les années 60. Il y a un tournant dans les années 60. Et voilà, un public qui est âgé de 13 à 18 ans. On fait une prep school avant d'entrer en public school. Donc, c'est une trajectoire sociale assez balisée. Et voilà, destination à l'époque de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie. Des frais de scolarité qui sont en moyenne de l'ordre aujourd'hui de 15 000 livres. Vous avez vu certainement qu'il y a eu des réformes en matière de fiscalité et donc des frais qui ont été rebasculés aux parents. Et donc, Eton, aujourd'hui, on atteint 63 000 livres par an. Donc, c'est un public quand même assez spécifique. Voilà, pour le moins. La plupart, en fait, pour faire assez simple, la plupart et les plus importantes, prestigieuses, sont membres de la Headmasters Conference, donc Headmasters Headmistresses Conference, qui est devenue aujourd'hui la Heads Conference. Et puis, à l'intérieur de ce sous-ensemble, on a les 9 les plus connus, hein, qui sont les Great Nine, qui sont aussi connus sous le nom de Clarendon Schools, du nom de la commission Clarendon, en fait, de 1861, qui était censé faire un état des lieux du fonctionnement de ces établissements. Donc, ce sont 9 établissements. On voit ici, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on en a qui sont effectivement Winchester, Eton, en fait, ce qui explique aujourd'hui le fait qu'elles aient toujours, en dépit des frais de scolarité qu'on a évoqués, ce statut un peu d'organisation caritative, donc aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est qu'elles ont commencé au départ, l'objectif était de fournir à des étudiants, à des élèves de milieux modestes, une éducation. Et donc, on voit dans le cas de Winchester et de Eton qu'en fait, la création des deux établissements se double aussi d'une création dans le supérieur avec des établissements d'Oxbridge. Donc, c'est le cas de New College qui est fondé en même temps que Winchester College par William of Wykeham, et Eton College est accompagné du King's College du King's College de Cambridge. Et donc, on voit ces liens très forts dès le départ entre public schools et enseignement supérieur. Donc, les 9 sont présentes ici. On voit aussi le 16e et l'influence de la réforme, de la dissolution des monastères et la prise en charge de l'éducation par ces nouveaux établissements. La plupart sont londoniennes ou proches de Londres, et puis on en a quelques-unes qui sont, alors comme Winchester, dans le Hampshire, on a Rugby qui est aussi dans le Warwickshire, et puis Shrewsbury dans le Shropshire, donc quelques-unes un peu plus éloignées, mais ce qui dit aussi beaucoup des liens et des élites un peu métropolitaines que ces établissements forment. Voilà, ce qu'on peut dire pour très simplement, c'est difficile de généraliser et toutes les public schools ne sont pas des Eton, à l'évidence.
Maintenant, on voit quand même de façon très rapide une espèce de consolidation, une période de consolidation sur la période 1830-1900, donc sur la période victorienne, qui sont liées, cette période est liée au fait aux réformes mises en place dans les années 1830 par certains directeurs comme Thomas Arnold à Rugby, donc c'est l'exemple sans doute le plus connu, qui tente de reprendre un peu en main des établissements qui voilà, connaissent une certaine anarchie. C'est faux de penser que tout est parfaitement serein. On a en 1797 une grande révolte à Rugby avec voilà, des étudiants qui se rendent coupables d'actes de vandalisme, un directeur qui est retranché dans son bureau. Donc la situation est relativement moins calme qu'il n'y paraît. Et ces réformes sont mises en place donc, à partir des années 1830 autour, en fin de compte, d'un projet qui s'articule autour du sport, de la religion et puis du patriotisme et de l'impérialisme. Ce n'est pas tellement le projet ici ce soir, mais le projet impérial est tout à fait central, ou les public schools sont tout à fait centrales dans la diffusion du projet impérial. Donc ces réformes, 1830-1900, et c'est aussi ce qu'on voit souvent apparaître sous le nom de Muscular Christianity ou Christian Manliness, donc cette espèce de masculinité chrétienne qui s'articule autour de ces valeurs, donc vraiment le triptyque religion, sport et impérialisme. Et donc l'exemple le plus connu, et simplement pour finir ici les éléments de définition, l'exemple le plus connu est celui de Tom Brown's School Days. Donc c'est en fait une version, une fiction. Voilà, Tom Brown commence par rugby, assez naturellement, il poursuit son cursus à Oxford. Et on voit ici le cahier des charges qui est assez élevé, puisqu'il s'agit d'en faire voilà, un Anglais tout à la fois courageux, serviable, honnête, un gentleman et un chrétien. Donc, le projet est assez bien résumé ici. Dans ce qui est resté très célèbre, 1857, mais donc reproduisant ce qui se passait dans les écoles des années 1830 et au-delà. Donc si c'est voilà, à peu près clair pour ces premiers éléments de définition, mais écoutez, on peut voilà, en fait essayer d'articuler les quelques éclairages de ce soir en trois moments. Alors peut-être d'une part l'héritage de deux conflits mondiaux, et ce qui est un petit peu, au moment de la Première Guerre mondiale, de l'ordre d'un changement de paradigme au niveau des valeurs. Donc, la Première Guerre mondiale, le très lourd tribut humain payé par les anciens élèves des public schools, ce qui entraîne, qui rend un peu caduques les valeurs qui avaient vraiment défini ces établissements. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc des difficultés d'ordre plus logistique, financière, pratique. Je dirais aussi, alors c'est toujours ténu et ponctuel et éphémère avec les public schools, mais un petit moment réflexif sur ce que doit être l'enseignement et les limites de l'enseignement privé de ce modèle très très élitiste en 1940. Voilà, la réforme impossible, donc vous dire un mot simplement du contexte de l'immédiate après-guerre, du post-war consensus, donc ce moment où les réformes sont possibles dans tout un tas de secteurs mis à part les public schools, et on verra, elles sont traitées à part en fait. Elles ne sont pas prises en compte par le Butler Education Act de 1944. Finir voilà, avec un mot sur les questions de mobilité sociale et de représentation collective, puisqu'on voit au XXe un déclin puis une stabilisation de l'influence des public schools. Et par ailleurs, ce que sont aujourd'hui les représentations et les réformes les plus récentes du système. Voilà, donc si c'est, écoutez, si c'est, je me dépêche. Donc, simplement, voilà, donc pour ce qui est la Première Guerre mondiale, on le disait, en fin de compte, un conflit mondial qui est tout à la fois la consécration et la fin de ce qui était la masculinité chrétienne. Donc, on l'a évoqué rapidement, au fond, l'origine de ce mouvement se trouve dans le Nouveau Testament, les écrits de Saint Paul, et une symbolique plus volontiers athlétique, guerrière, qui se développe et qui est retravaillée dans les public schools. Voilà, c'est l'idée de mettre au service de causes perçues comme justes une certaine vigueur physique. Et donc, on voit assez naturellement émerger
cette métaphore, le parallèle qui est ancien en fin de compte entre le terrain de jeu et le champ de bataille. Et une espèce de confiance un peu naïve aussi dans ce qui serait supposément une loyauté qui par contiguïté s'étendrait de l'équipe de sport jusqu'à l'école et en fin de compte à la nation tout entière. Donc une absence de problématisation avant la Première Guerre mondiale en tout cas de ces rapports. Voilà, donc ça c'est pour la partie sport et influence religieuse. On peut dire aussi qu'il y a un versant militaire ou militarisé, puisque notamment en lien avec les guerres sud-africaines des années 1880 et 1900, on voit se mettre en place ce Junior Training Corps qui apparaît dans les public schools et qui se double d'un Officer Training Corps dans les universités britanniques pour créer quelque part une armée de réserve. Donc on a ce versant militaire et c'est finalement ce passage de la pratique sportive à l'entraînement militaire qui marque ces années. Donc il s'agit au fond de faire de la lecture de cartes, du camouflage, des premiers secours, mais aussi de manier les armes. On peut jeter un petit œil ici à cet entraînement militaire de Westminster School en 1913. Voilà, donc ça, c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est de voir que cette culture se diffuse aussi au-delà des public schools. Et donc, juste cette petite citation de 1916 de Lloyd George, qui est alors secrétaire d'État à la guerre et qui n'est pas passé par le système des public schools, qui pour autant, dans un entretien de 1916, reprend et file la métaphore du soldat britannique comme le sportif par excellence qui cherche simplement du fair play dans la conduite de la guerre et qui se caractérise par sa persévérance et sa loyauté. Donc une petite influence au-delà des public schools. Ce qu'on peut dire très, très rapidement, c'est qu'on voit le tribut humain qui est très lourd, qui est payé par les anciens des écoles, alors particulièrement au moment de la bataille de la Somme, mais au global, 35 000 anciens élèves meurent pendant la Première Guerre mondiale et un taux de mortalité donc, qui s'élève à 18%, là où il est de 11% à l'échelle nationale. Bien sûr, il y a des facteurs comme la taille, simplement des officiers ou les fonctions qu'ils occupaient au sein de l'armée qui expliquent ce décalage. On peut dire aussi que c'est en partie cette culture sportive et militaire qui joue un rôle dans ce très lourd tribut payé par les anciens. Donc, à l'issue de ce premier conflit, cette guerre moderne totale, dont les public schools font l'expérience, il y a certainement ce décalage et il est difficile de rendre compte de la perte qui est souvent dans ces établissements une perte collective, institutionnelle. Il y a la volonté de faire un deuil collectif. Jay Winter parle de communities in mourning, donc ces communautés en deuil. Difficile de s'appuyer ici, d'avoir recours à ce qui était le registre de la masculinité chrétienne. Donc, c'est un peu le passage pour ceux qui connaissent bien aussi la poésie et les poètes de la Grande Guerre. Probablement ce passage du patriotisme confiant de Rupert Brooke, qui meurt en fait en 1915 et donc connaît assez peu la Grande Guerre, à la poésie, au réalisme, au désespoir, à l'aliénation que peut décrire Owen dans Disabled, par exemple. Donc, il y a ce petit changement de valeur, de paradigme. Ça serait faux pour autant de le suramplifier, de le surévaluer. Les public schools restent des communautés très conservatrices et patriotes jusque dans les années 30 et 40, bien évidemment. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi dans les commémorations et les monuments aux morts. Donc ici, un mot très rapide. On voit effectivement qu'on est loin de toute forme de triomphalisme guerrier ou de célébration, et bien plutôt du côté de formes de recueillement, d'expression du sentiment de la dette. Voilà, et donc on a ici, comme dans beaucoup d'écoles, on a des chapelles commémoratives, on a ici le cloître de Winchester College, qui est en fait le plus grand mémorial privé en Europe, et il y a la volonté d'inscrire au cœur de l'établissement de rendre hommage et de reconnaître cette dette
Il y a eu l'an passé une thèse que vous avez peut-être vue d'Emma Papadacci du Centre d'histoire de Sciences Po, qui a travaillé sur la leçon qu'ils n'oublieront jamais, sur cette expérience dans les établissements à la fois français et britanniques de la Grande Guerre. Voilà. Et donc, elle montre aussi voilà, ce recueillement et ce retour à des formes de religiosité plus sobres. Évidemment aussi, on peut dire que c'est une version aseptisée, reconstruite a posteriori de ce qu'a été la Grande Guerre. Pour autant, j'essaie de rendre compte rapidement de ceci. Donc, changement voilà, de valeur à l'issue de la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, là, on voit un engagement qui est très élevé. On voit aussi toujours le Junior Training Corps, ce qu'on appelle la Home Guard, et donc ces missions un peu de patrouille de civils et d'étudiants qui font partie du JTC. Donc tout ça continue. On voit à la fin de la guerre 13,4% à peu près d'anciens élèves qui meurent au combat, et donc ça, c'est plus conforme en fait à la moyenne nationale. Le débat se pose dans des termes un petit peu différents pour la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt, et ici on a quelques références historiographiques, plutôt effectivement, puisque la guerre s'est déplacée, puisque la ligne de front est aussi, on a aussi un home front, et que les frontières sont plus floues entre le front et l'arrière. C'est plutôt voilà, les discours autour de l'unité nationale qui convient d'évoquer ici. C'est ce qui avait été travaillé par Angus Coulter donc dans les années 60, fin des années 60, repris au moment de ce qu'il appelait le mythe du Blitz. Et Sonia Rose, donc, qui elle est américaine, et qui pose la même question, which people's war? Donc en fait, les deux nous disent, même en Grande-Bretagne, même pendant la guerre, il y avait à l'évidence de la défiance, de la résistance et voilà, et de l'indifférence aussi. Donc pour remettre en perspective cette idée d'unité nationale et collective. On peut dire un mot. Alors, les public schools, pendant ces années, peut-être quelque chose de moins connu, ont des difficultés économiques qui sont assez conséquentes. Et donc ça, c'est lié à la démographie, hein, on a dit, aux tribus humains de la Première Guerre mondiale. C'est aussi lié aux frais, aux droits de succession et à la hausse de l'impôt sur le revenu. C'est bien sûr l'idée de Lloyd George de construire après 1918 A Country Fit for Heroes to Live in. Donc tout ça a un coût, un prix, et c'est aussi la crise de 1930. Donc au niveau du recrutement des élèves, c'est plus compliqué pour les public schools en 1940, dans les années 30-40. Et on voit l'exemple de Westminster, par exemple, qui est une école londonienne qu'il faut évacuer de fait. Un directeur qui passe de 370 étudiants, élèves en 1939 à 130 à peu près en 1945 et qui craint de franchir le seuil, la barre des 100 élèves restants. Donc, on a ces petites difficultés de recrutement économique. On a aussi, alors, une participation à l'effort de guerre. Et donc là, l'idée, c'est qu'il y a quand même une espèce un petit moment réflexif et une ouverture au-delà du fonctionnement très cloisonné et très autarcique des établissements. Donc, pour faire simple, dans l'industrie, on voit par exemple Hawker, le constructeur aéronautique, qui écrit en 1941 aux établissements, voilà, les élèves sont venus participer à l'effort de guerre, est-ce que vous pouvez nous les renvoyer pour qu'ils continuent? On voit aussi beaucoup la part que prennent les établissements dans l'effort de guerre agricole. Et là, en fait, public schools comme école du public participent, c'est conforme aux recommandations du Board of Education. Probablement 45 000 élèves qui participent entre 39 et 45 aux travaux agricoles, aux récoltes notamment. Donc ici, voilà, les quelques témoignages d'anciens qui nous disent, bon, effectivement, c'était parfois compliqué, pas forcément ce à quoi ils étaient le plus habitués. Pour autant, ils pouvaient aussi participer de façon plutôt engagée et positive à cet effort de guerre pour la partie agricole. Voilà. Donc, en fin de compte, et ce qui me semble le plus signifiant, c'est ce qu'on pourrait qualifier de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Certains étudiants disent, anciens élèves, pardon, disent, finalement, c'était peut-être des années où c'était plus simple d'être à Eton pendant la guerre, parce que les différences en termes de classe sociale étaient un peu atténuées, et c'est une période relativement plus facile de ce point de vue.
On voit ici alors ce sont des témoignages principalement de 1940, quelques voilà, occasions de rencontres. On a le professeur de musique de Harrow qui organise dans les Midlands, donc dans des écoles et des usines des Midlands, et on voit effectivement les élèves nous dire que ils ont pris conscience de ce que c'était la difficulté de la guerre pour un public très jeune qui passait des nuits entières dans des abris et qui avait particulièrement apprécié entendre voilà, Bach, Mozart et Handel. Et donc un nouveau sens, voilà, nouvelles perspectives. On voit aussi les étudiants de rugby au moment du Coventry Blitz, donc ça c'est entre août et novembre 1940 et plus de 550 morts dans la nuit du 14 au 15 novembre 1940. Donc les étudiants, rugby est finalement assez proche de Coventry et voilà, prennent acte des drames qui sont en train de se passer et voilà, et de leur statut finalement très privilégié en comparaison. Une dernière citation est peut-être celle qui nous intéresse le plus, et voilà, Readjustment of Values, donc ces nouvelles perspectives et l'idée que les public schools doivent au fond justifier leur existence. Donc une prise de conscience qui est, encore une fois, ponctuelle, éphémère, c'est de l'ordre vraiment du ténu, mais ça existe, ça a le mérite d'exister, et sur un fond très conservateur et traditionnel comme celui des public schools, il convient probablement de le souligner. On a en 1946 une petite société qui organise des débats d'élèves, et une des propositions qui est débattue, c'est précisément est-ce que nous sommes pour ou contre le système des public schools en juillet 1946. Donc voilà, une prise de distance vis-à-vis de ce qu'était le modèle des public schools. Je vous montre rapidement ici, donc Westminster évacué, voilà, donc dans trois emplacements différents en fait. Ils ont beaucoup circulé. Ils se retrouvent dans ce contexte plus rural, plus agricole, et donc voilà. Pour autant, il serait faux de penser qu'il y a cette expérience de grande solidarité. Les public schools et leur évacuation restent quand même très liés au réseau d'anciens, et donc on passe des coups de fil et on s'appuie sur le réseau des anciens pour trouver des façons relativement sereines d'organiser l'évacuation. Voilà, donc si ça c'est à peu près clair, peut-être quelques mots sur l'absence en fait de traduction législative immédiatement après la guerre. Donc, qui ne minimise pas hein, ce qu'on a pu dire sur les années 1940, mais voilà, échec de l'inscription dans les lois mises en place à partir de 1944 pour vraiment réformer le modèle. Donc, on peut dire qu'il y a des critiques qui sont d'abord d'ordre aussi éducatif, pédagogique. C'est vrai, on pense ici à Bertrand Russell qui avait fondé en 1927 dans le Sussex son école expérimentale de Beacon Hill. Et donc, c'est aussi en lien avec les travaux de pédagogues allemands, voilà, de Montessori en Italie, de pionniers aussi de la pédagogie par le jeu en Angleterre, sont des critiques d'ordre éducatif vis-à-vis du modèle des internats, par ailleurs de la discipline telle qu'elle est appliquée dans les public schools. Je pense ici au fagging et donc au service, aux punitions corporelles qui existent encore dans ces années-là. Ce sont des critiques aussi plus politiques. On voit celles de Lansky et Tony, qui sont tous les deux enseignants à la London School of Economics, et voilà, et qui reprochent très, très simplement le fait que les élèves soient moins recrutés par rapport à leur mérite académique et davantage par rapport au capital social, économique et culturel de leurs parents. Donc, ces deux tendances qui apparaissent dans les années 20, 30, 40 également. Et pour autant, on voit que, et c'est très intéressant, le temps des réformes, le temps de l'après-guerre est celui des réformes, hein. On sait qu'il y a ce consensus d'après-guerre qui permet de mettre en place un certain nombre d'institutions, dont le NHS. Pour autant, la question alors, de l'éducation est confiée à Butler.
qui choisit, en accord avec Churchill, et c'est ce qu'on voit ici, de laisser de côté la question des public schools. Ici, donc en fait, c'est la correspondance de Butler qui est aux archives du Parti conservateur à Oxford. Et donc, en 1942, donc novembre 42, Butler est en train de travailler à l'élaboration de son texte de loi. On voit ici clairement comment les deux, en fait, s'accordent pour Churchill aimer l'hypothèse que peut-être 50% d'élèves venus du système public seraient acceptables, mais enfin, il est surtout question de laisser de côté la question des public schools et de ne plus en parler, de l'évacuer de façon durable. Et voilà, et Butler lui dit, c'est précisément ce que je suis en train de faire. Donc, on voit effectivement cette approche un peu différenciée pour les public schools et qui est traitée donc par le Fleming Report. David Fleming est un juge, un magistrat écossais. Il est entouré d'une dizaine de membres. Certains sont des directeurs de public schools. On a le directeur de Charterhouse qui est connu pour son réformisme social et qui est appelé Robert le Rouge Charterhouse. Donc voilà, donc il s'entoure d'un certain nombre d'experts et les conclusions en juin 44. Donc c'est finalement cette idée de garder, de conserver 25% de place pour des élèves venus du public et de mettre en place un système qui est financé par le Board of Education. Succès très limité pour autant et objectif jamais atteint. On a quelques chiffres, mais les élèves sont tellement peu nombreux que c'est difficile de les retrouver. Quelques chiffres, voilà, on sait que Charterhouse, qui était particulièrement impliqué dans la réforme, les premiers élèves sont arrivés en 1944. Quatre élèves seulement, et puis après, il faut attendre 1947 et 50. Les tout premiers arrivent à Eton en 1953. Donc, c'est un échec. Et les anciens élèves disent probablement trop modéré comme réforme, même si c'était une initiative qui allait plutôt dans le bon sens. Voilà. Donc, quelques raisons peut-être pour expliquer cet échec. Alors, il y a des raisons qui tiennent très précisément au fonctionnement des public schools et puis d'autres qui sont liées un peu au contexte politique de l'époque. Alors, on a d'abord le contenu des programmes et je ne sais plus si nous l'avons dit, mais il y a un accent qui est mis très nettement sur le latin et le grec, donc la culture classique. C'est difficile, ça s'entend, pour des élèves venus du système public de se mettre à niveau, même si les public schools sont censés prendre en charge cette mise à niveau. On a aussi la question du système du fonctionnement en internat et des milieux sociaux. Et donc, en fait, si on regarde un peu la sociologie des années 50, si on regarde Family and Kinship in East London, donc 1957, on voit à quel point cette mobilité géographique est finalement celle des classes plutôt aisées. Et donc, c'est compliqué. Cette mobilité géographique, cette distance géographique qui reflète aussi, évidemment, une distance affective et sociale, un espèce de fossé social qui s'ouvre entre les élèves admis dans les public schools et leurs familles. Ici sont aussi des trajectoires personnelles. Donc, j'ai un ancien élève de Harrow qui s'était lié d'amitié avec un jeune venu dans le cadre des recommandations Fleming. Et cet ami réfléchit et nous dit ici effectivement à quel point ça pouvait être compliqué, notamment au début, d'évoquer avec sa famille, ses amis, son milieu social d'origine, son expérience. Lui se définissait, il venait d'Ealing, dans l'ouest londonien, et il se définissait comme au croisement un peu de la classe ouvrière et de la petite classe moyenne. Voilà, on a aussi l'idée de creaming off du public, le public qui est réticent à voir, à juste titre, ses meilleurs élèves tenter de rentrer en public schools et donc quitter le système public. En miroir un peu, le privé qui s'oppose à toute collaboration trop étroite, perçue comme trop étroite avec l'État, voilà, et le système public. Donc des réserves qui sont aussi celles des public schools. Et bien sûr, les questions de financement, puisqu'on est dans l'immédiate après-guerre. Le Butler Education Act a permis de rendre l'éducation secondaire gratuite, a aussi relevé la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Et donc, il s'agit aussi de créer assez rapidement des centaines de milliers de places pour les élèves du secondaire. Donc, c'est quelque chose qui, même voilà, dans les ministères, pose problème, le coût que peut avoir cette proposition de réforme, disons.
Voilà, on a des réformes, voilà, donc des réserves qui sont à la fois liées au fonctionnement un peu intrinsèque des établissements, qui sont aussi des réserves politiques. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, on a très rapidement, en fait, Ellen Wilkinson, qui est au ministère de l'Éducation entre 45 et 47, qui est députée pour Jarrow. Et vous savez, voilà, la grande marche de Jarrow en 1936, qui était censé alerter un peu les pouvoirs publics sur la précarité sociale, les problèmes d'emploi et de chômage dans le nord de l'Angleterre et dans le nord-est de l'Angleterre en particulier. Wilkinson était députée de ce territoire-là et donc très consciente des problèmes de la fracture sociale et des problèmes de réforme sociale. Pour autant, elle connaît assez mal le milieu de l'éducation. Elle est elle-même confrontée à ces problèmes de financement. Elle écrit à l'ASCII, à la LSI, que tout est problématique, notamment en raison du manque d'argent. Et puis, voilà, elle a des problèmes de santé aussi qui font qu'elle meurt assez rapidement en 1947, à 55 ans. Et son successeur, Tomlinson, partage ses convictions réformistes, sociales, mais pour autant échoue à imprimer sa marque et à réellement aller au-delà de la gestion un peu quotidienne des établissements et de la mise en place du Butler Education Act. Donc, on a deux ministres ici dont voilà, l'engagement, les convictions sont probablement réelles. On voit aussi, et ça se poursuit tout le long du 20e, une espèce de collusion aussi entre des politiques pas seulement conservateurs, on l'a vu pour Butler et Churchill, mais pas seulement conservateurs, qui ont des liens assez privilégiés avec les public schools. Attlee, qui est le premier ministre travailliste après la Seconde Guerre mondiale, retourne à Haileybury School en 1946 et donc lui-même dit que le changement se fait graduellement et que probablement les public schools vont continuer à exister et que peut-être cette grande tradition de l'enseignement privé pourrait être quelque part amplifiée. Donc, ce qui est en léger décalage avec l'idée voilà, de réformisme social porté par les travaillistes en 1945. Pour faire très simple, on peut dire que ce schéma se répète en fait sur la deuxième moitié du XXe. En 1965, donc, on a le retour de Wilson. Wilson qui est accompagné de Anthony Crosland à l'éducation. Donc, les deux, encore une fois, il y a cette promesse de réforme. Et finalement, la Public School Commission de 65. Donc là, on a des spécialistes de l'éducation, de la LSI, mais aussi issus voilà, des Local Education Authorities, se penchent sur la question et leur proposition, là, en fait, reprend le rapport Fleming puisqu'il s'agit de proposer 50% de places dans les public schools. Donc, on amplifie, on reprend ce qui avait été la proposition de 1944. Échec à nouveau en raison de ces liens, en raison aussi des années 60, et je pense que vous l'avez dit dans une conférence récente sur les universités et le supérieur, c'est la Open University en 1969, qui est aussi le grand projet de Wilson. Donc, il faut des financements. Et par ailleurs, tout le monde considère que c'est une solution qui est assez peu satisfaisante, puisque les public schools auraient continué à exister de toute façon. 1980, donc là, on passe du côté des conservateurs, qui sont naturellement de cet enseignement privé, au nom de la liberté de choix des parents, au nom de voilà, d'un contrôle étatique limité. Et 1980, donc ça marche un petit peu mieux, c'est la solution préférée, soutenue par Thatcher, et donc l'idée d'envoyer à nouveau un certain nombre d'élèves dans les établissements privés. Ça marche mieux et en revanche, on voit que c'est très hétérogène et très disparate. On a 2%, par exemple, qui arrivent à Eton et à Stoke. Donc, très hétérogène et peu satisfaisant. Et le dispositif, en fait, les travaillistes y mettent fin quand ils reviennent à la fin des années 90. Donc, au fond, voilà, cet échec qui se répète des années 45 jusqu'aux années 90, hein, pour faire simple. Alors, un mot pour finir ici des questions de mobilité sociale et de représentation. Alors, représentation collective sur cet enseignement privé. On voit qu'en 1963, donc Douglas Home est le dernier Premier ministre, lui-même est issu de Eton, qui soit venu de l'enseignement privé. Et ensuite, on a toute une période
où finalement ce sont des anciens élèves du public qui sont à la tête du Royaume-Uni. Jusqu'au retour en 97 de Blair, et Blair est allé à Fettes College, qui est cette public school très connue en Écosse. Donc, Blair et New Labour, et on voit aussi cette inflexion qui n'est pas surprenante. On sait ce qu'a été le discours du New Labour, mais on voit ici Estelle Maurice, qui donc sera secrétaire d'État à l'éducation un peu plus tard, qui tient des propos sur la liberté de choix des parents au Guardian dans les années 2000, qui sont donc finalement assez en phase et qui marque une inflexion, une hostilité qui est quand même beaucoup moins marquée vis-à-vis du système des public schools. On peut dire que ce paysage politique reflète aussi un peu ce qui se passe dans la société au sens large. Et ici, alors très simplement, pour regarder sur le XXe siècle, on observe un déclin des public schools. Alors, on peut s'appuyer, si vous le souhaitez, je ne sais pas, c'est très lisible. Ici, alors sur les travaux de chercheurs de la London School of Economics qui ont regardé le Who's Who. Alors, effectivement, on parle d'une publication par an depuis 1897 et 0,05% de la population britannique inclus dans le Who's Who. Donc, à la fois du fait de leur position et leur profession, et puis de leur influence perçue. C'est assez intéressant parce que ça permet d'aller au-delà des seules élites économiques et de regarder un peu plus largement ce qui se passe. Donc, on voit ici, on ne voit pas, mais enfin bon, l'idée est que si vous regardez les écoles qui font partie de la Headmistresses Conference, qu'on a évoqué en introduction, on voit un déclin quand même entre 1900 et 1970. On voit leur proportion passer de à peu près 48% à 32%. Les chiffres, ça me voilà, de trop chercher. Et si on regarde les seuls Clarendon Schools, donc les 9 les plus connus, on passe à peu près de 18% à 9%. Donc déclin qui naturellement est lié aussi à la part relative des emplois et des secteurs, c'est-à-dire que c'est naturellement aussi la sécularisation de la société qui se lie ici, le déclin de l'Empire et tout ce qui était lors de l'administration coloniale. Voilà, ça n'apparaît plus ici. On a aussi une féminisation des élites et les public schools étant restées exclusivement masculines pour la plupart d'entre elles jusque dans les années 60. Ça aide à expliquer ceci. Et bien sûr, on a la montée en puissance du secteur public réformé après 44 et dont les résultats académiques scolaires sont plutôt bons. Donc, déclin et en même temps, peut-être il faut contraster ici assez rapidement ce qui se passe sur la période plus récente. Ici, on est sur la période 2000-2016 et la tendance se poursuit. On voit au fond une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'on a une sorte de flatlining, une stabilisation, mais un déclin qui, pour marquer qu'il soit, n'est en aucun cas irrévocable et on voit que l'influence des public schools demeure tout de même centrale. Donc peut-être nuancer un peu cette idée de déclin, je reviens ici rapidement, et une place toujours centrale aujourd'hui dans la formation, formation des élites. Si on s'appuie sur le dernier rapport là, publié en 2025 du Sutton Cross qui étudie les questions de mobilité sociale, on voit à la fois une sorte de transversalité, puisque l'influence des public schools n'est en aucun cas limitée à la sphère politique, au milieu politique, c'est aussi le milieu des affaires, de la culture, des médias. Et on voit par ailleurs la stabilité. Le Sutton Trust nous dit de rapport en rapport sur ces dernières années, peu de changements, avec des chiffres qui sont quand même très parlants. Si on regarde les PDG du FTSE 100, donc les entreprises britanniques cotées en bourse, les 100 plus importantes d'entre elles, 37% des PDG sont encore formés dans le privé. 60% des magistrats qui ont les plus hautes responsabilités dans le système judiciaire. Les députés et naturellement les Lords, donc ici on est à 52% pour la Chambre des Lords, et puis 53% de diplomates, la presse écrite et les joueurs de cricket. Donc on voit cette influence absolument considérable. Le Sutton Trust nous dit, en fait, en 2025, si on considère les élites britanniques, elles ont 5 fois plus de chances d'être passées par l'enseignement privé et 21 fois plus d'être passées par Oxbridge. On voit aussi, ce lien est assez intéressant et
Voilà, il y avait eu en 1956 The Power Elite de C. Wright Mills qui parlait des deux Harvard. Et ici, on voit aussi quelque part The Two Oxbridges, finalement l'expérience qui peut être différente suivant que l'on vient d'une public school ou non et que l'on est admis à Oxbridge. Donc c'est voilà. Ici, des chiffres qui en fait parlent d'eux-mêmes. Pour conclure, un mot quand même sur ce qui change. Pour autant, ce qui change, c'est plutôt les discours. Les inégalités s'accroissent, on le sait. Un rapport de 2024 montrait que parmi les pays de l'OCDE, le Royaume-Uni était en deuxième position, juste après les États-Unis, pour ce qui était de la répartition inégale des richesses et de la distribution de la richesse. Donc, dans ce contexte d'accroissement des inégalités, on voit cette inflexion des discours et finalement des parcours un peu d'élite qui sont moins revendiqués ou aussi moins assumés. Et donc, c'est ce que Friedman et Reeves appellent the cultural currency of ordinariness et finalement un marché qui existe pour ce qui est un peu plus ordinaire et un peu moins élitiste, que ce soit dans le champ social, politique ou culturel. Et donc ça, on pense bien sûr, vous savez, à Blair ou Osborne, qui sont des purs produits des public schools, mais qui voilà, prenaient des cours pour avoir un accent un peu moins marqué, un peu moins chic. Donc ce qui est tout à la fois une prise de conscience des limites du class system britannique et en même temps un très bel exercice de démagogie électorale. Donc ça évolue un petit peu plus. Je vous montre, donc ça nous avons traité. Ici, pour finir, alors la question des représentations collectives. J'ai simplement pris deux études, donc en 1984, milieu des années 80, deux statisticiens qui posent la question effectivement des perceptions du public quant au modèle des public schools. Et donc, ils nous montrent que 67% sont en faveur du maintien des public schools, 19% pour limiter, tenter de limiter leur influence ou très simplement les supprimer. Et si on teste ces deux dernières hypothèses sur les électeurs du Parti travailliste plus spécifiquement, on a un tiers, un cinquième seulement, ce qui est assez révélateur. Donc ça, c'est la situation au milieu des années 80. Et août 2025, donc c'est un sondage YouGov et la question est should private schools be banned? Donc est-ce qu'on veut purement et simplement supprimer les écoles privées? Et on voit que 21% sont pour, 28% ne savent pas et 51% sont contre. Donc ce sont des chiffres qui on voit du côté de ceux qui sont des produits de ces établissements les logiques de reproduction des élites et de reproduction sociale. C'est assez logique. Maintenant, de la part du public au sens large, c'est des chiffres qui méritent d'être soulignés et c'est un peu la question que posait Tony dans les années 1930. Est-ce que finalement les Anglais veulent à tout prix être gouvernés par des gens sortis d'Eton, quoi? Voilà. Donc, quelques pistes peut-être d'explication. Alors, c'est évidemment multifactoriel. On peut imaginer une certaine forme de cynisme et d'indifférence acquise du public vis-à-vis de ce système qu'on a quand même beaucoup de mal à réformer. On peut aussi parler de quelques virages qui ont été correctement négociés pour être objectif par les public schools. Donc c'est ici la question de la mixité dans les années 60. C'est aussi une forme d'ouverture, et ça on leur avait beaucoup reproché, aux matières plus scientifiques, plus économiques, donc plus en lien avec le Royaume-Uni contemporain. Et puis, c'est aussi des résultats qui, quelque part, parce qu'il y avait cette concurrence du système public dans les années 40, des résultats sur lesquels il a fallu travailler et qui sont aujourd'hui plus satisfaisants. On peut dire, alors ça c'est David Halpin qui est un spécialiste des questions d'éducation à University College London, qui dit il y a certainement aussi un marché pour une forme de recours à une nostalgie dans le champ de l'éducation. Et ça, ça s'applique aux public schools, mais peut-être à d'autres institutions au Royaume-Uni. Cette idée de, voilà, finalement, c'est cette histoire et ces traditions, alors plus ou moins inventées, mais sur lesquelles les public schools ont de tout temps capitalisé, font peut-être leur attrait à l'époque contemporaine. Donc c'est une piste. On a des films qui sont voilà, des adaptations. Goodbye Mr. Chips, qui était
une publication dans les années 1930 qui a été adaptée 2 fois au cinéma. Et on voit, effectivement, la recherche nous dit, parce que c'est un peu histoire culturelle, que tous les poncifs du genre qu'on a dans l'adaptation cinématographique de 1969, donc le blazer, le champagne, le match de cricket, etc., il y a là une certaine volonté, ou la volonté d'un certain public d'accepter ces éléments comme un peu éternels et authentiques. Donc peut-être un peu une valeur de la nostalgie dans l'éducation actuelle. Et puis, alors pour finir, public schools et Britishness. Il y a quand même cette idée de valeur un peu typiquement, stéréotypiquement britannique qui serait diffusée par les écoles. Alors ça peut avoir peut-être à l'heure d'une évolution, d'une inflexion de la politique vers aussi un modèle un peu plus identitaire. Ça peut se comprendre aussi comme un argument de vente pour le recrutement en fait d'élèves qui viennent de l'étranger. Donc ça c'est très vrai. On sait que la part des étudiants étrangers dans les public schools peut atteindre 15-30%. C'est vrai donc au Royaume-Uni, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens, puisque les public schools ont établi un peu des antennes ou des satellites. Harrow a commencé il y a quelques décennies maintenant, et ils ont des établissements un peu partenaires à Hong Kong, à Pékin ou encore à Bangkok. Donc c'est assez un double mouvement qui dit au fond la circulation et la formation des élites à l'échelle mondiale cette fois-ci, qui pose aussi quelque part aussi la question de la dilution de ces valeurs supposément 100% britanniques. Voilà. Les réformes, alors, réformes récentes et vraiment quelques pistes pour conclure ici. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. On a les programmes d'égalité des chances qui sont l'option préférée des établissements et aussi des conservateurs. Donc, on est toujours la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est du côté du symbole et quelle est l'efficacité réelle de ces programmes? Naturellement, c'est toujours la logique de choisir quelques élèves issus du public et de leur permettre de bénéficier d'une éducation en public school. Il y a des initiatives qu'il faut saluer. Rugby a mis en place en 2003 la Arno Foundation, donc en travaillant avec des jeunes plutôt issus de la communauté de l'immigration venue des West Indies, et donc des Antilles britanniques, donc à Londres, et des partenariats. Et effectivement, les jeunes qui sont admis, il y en a aujourd'hui 185, donc presque 200. Qui ont pu faire leur parcours après à Oxford et Cambridge et d'autres universités, disent évidemment les conditions matérielles, le ratio prof-élève, les réseaux qui s'ouvrent aussi sont tout à fait utiles et permettent voilà, de s'extraire d'origine parfois un peu difficile, au milieu moins favorisé. Et on a, alors peut-être vous en avez entendu parler, ce qui était censé être un Eton des Midlands, donc le projet est ambitieux. C'était un projet de 2022 et devait être livré en 2024. Et donc l'idée était de recruter localement, donc à Dudley qui est à une dizaine de kilomètres de Birmingham, à peu près 240 élèves du public, de les sélectionner sur le résultat scolaire et de leur permettre d'avoir une éducation gratuite. Le projet est à l'arrêt à l'heure actuelle parce que le gouvernement travailliste a dit qu'il serait peut-être bon de revoir ou de ce projet. Il y a certainement d'autres réformes à mettre en place avant de s'occuper de Eton Star Dudley, comme c'était censé s'appeler. Voilà. Très récemment, on a les réformes, mais ça, je pense, on l'a vu, du gouvernement Starmer. Donc des réformes qui sont en fait en matière de fiscalité, puisque les public schools bénéficiant de ce statut d'organisation caritative étaient exemptés d'un certain nombre d'impôts. Et donc on a maintenant une TVA, donc 20% de TVA qui sont appliqués aux frais de scolarité. Donc ça a été répercuté par les écoles, les établissements aux parents. Et on a par ailleurs des déductions fiscales qui ont pris fin aussi et qui étaient liées aux business rates, et donc l'occupation à des fins commerciales de locaux. Donc les public schools doivent payer maintenant ceci. Évidemment, encore une fois, sur 2500, c'est difficile de tout assimiler et de tout ramener à Eton, et certaines vont objectivement avoir des problèmes économiques dans les années à venir. Ici, on sait que bien sûr l'éducation est une compétence qui a été décentralisée au Royaume-Uni. Donc
Tout dépendra un peu de l'investissement qui est souhaité, mais Rachel Reeves, donc la ministre des Finances, prévoit 1,7 milliard d'économies, enfin d'argent récupéré d'ici 2029-2030, et tout cet argent sera réinvesti dans le public, dans le recrutement de 6500 profs du public, par ailleurs dans l'entretien des locaux et pour les besoins des étudiants et des élèves avec des special needs, voilà, qui souffrent de troubles du spectre autistique ou de troubles 10. Donc voilà l'orientation qui a été prise récemment. Pour autant, on peut dire la question en fait du statut d'organisation caritative demeure. C'était quand même une promesse de campagne du Labour. Et il y a eu voilà, un moment, 2022, des questions au Parlement assez tendues entre Starmer et Rishi Sunak, qui à l'époque était le Premier ministre, qui est un pur produit de Winchester College. Et donc, Starmer avait dit, voilà, c'est tout à fait honteux d'avoir une collection d'art privé, un club de tir, un club d'aviron, etc., et de demander 45 000 € par an aux parents. Donc, c'est quelque chose de très militant et de symbolique aussi. Maintenant, la question ne se pose plus. Donc, il y a ce retour, cette fin d'exemption fiscale, mais le statut d'organisation caritative demeure. Donc, voilà, on voit finalement de 45 aux années 90 et jusqu'à aujourd'hui des échecs qui sont les échecs de la réforme de ces établissements qui demeurent donc très centrale dans ce qui est cette histoire et cette actualité à la fois éducative, sociale, politique de la Grande-Bretagne. Et je pense que pour finir, on pourrait aussi essayer peut-être de décentrer un tout petit peu le débat et en termes de mobilité sociale. Alors, au-delà des public schools, se poser la question, il y a l'influence des réformes des établissements, des réformes du politique, il y a aussi l'économie et le marché actuel, ce qu'il est, et ce que peut encore l'éducation, dans une économie un peu ubérisée et où on a une précarisation et de l'emploi et des emplois voilà, précaires, sans perspective. Donc, quelle est au fond la part entre l'éducation et le marché du travail? Et finalement, peut-être décentrer un peu de la formation vers les débouchés. Voilà, mais c'est juste une petite piste. Et donc, merci beaucoup d'avoir tenu le coup.